Hello et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice et dans ce podcast on parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant entre entrepreneuriat, stratégie marketing et apprentissage personnel. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Hello, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu t'es déjà interrogé sur la façon dont tu pourrais faire vivre autrement ton univers créatif ? Si par exemple tu es auteurice, est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu pourrais travailler d'autres formes de narration pour transmettre les idées, les personnages, les thèmes de ton roman, mais par d'autres médias, que ce soit des images, du son, des éléments textuels mais différents comme des posts sur Instagram, etc. Parce que moi oui, et c'est même une de mes préoccupations principales en tant qu'artiste indé, j'adore explorer de nouvelles formes créatives et j'adore trouver de nouvelles façons de raconter mes histoires. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et si toi aussi c'est une question qui t'intéresse, je pense que peut-être tu pourras t'inspirer de la façon dont moi j'ai conçu mon univers et trouver des pistes de réflexion là-dedans. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un projet qui est très important et très spécial. C'est pas sponsorisé, c'est juste que ça me tient énormément à cœur. En fait, il s'agit d'une maison d'édition française et qui sont en cours de financement sur Ulule pour essayer de publier leurs 2 premiers romans. Donc c'est déjà super important parce que c'est une maison d'édition indépendante, comme je l'ai dit. Et c'est vrai que le paysage éditorial en France a tendance à être assez monopolisé par de grands groupes. Donc c'est aussi important de soutenir comme ça des initiatives indépendantes, tout simplement. D'autant que là, on est sur un projet qui est vraiment sérieux, qui est porté par 2 éditrices françaises qui ont de l'expérience, plus de 10 ans d'expérience chacune dans le monde de l'édition, qui ont travaillé pour de grosses maisons d'édition comme Nisha, etc., comme Mnemos, comme ActuSF. Donc on est vraiment sur un truc sérieux, carré. Et évidemment, cerise sur le gâteau, les 2 premiers romans ont l'air vraiment d'être des bangers. Donc on a une traduction américaine de Nous sommes l'Apocalypse de Andrew Joseph White, qui est du coup un one-shot young adulte. Et le pitch, c'est quand The Last of Us rencontre la Servante écarlate. Donc dystopie, transidentité, fin de famille. Donc déjà, rien qu'avec les 3 mots, normalement, vous devez être conquis. Enfin, moi, j'ai été conquise direct. Je me suis dit, mais wow, quel banger, c'est genre archi original, archi engagé aussi. Et ça a l'air tout simplement trop bien, l'histoire. Et le second, c'est L'empreinte du démon de Nadège Darocha, qui va être cette fois-ci une duologie, mais qui est toujours du young adulte. Et là, le pitch, c'est The Witcher au féminin. Donc pareil, normalement, vous êtes conquis direct. Donc là, les 3 mots-clés sont choix impossible, sororité et déesse versus démon. Et donc ça a l'air aussi d'être une masterclass. Je vous laisserai le lien en description pour aller voir les résumés de chacun des 2 romans, sachant qu'il y a plein de trucs sur la campagne Ulule. Il y a évidemment les e-books, il y a des brochets, mais il y a aussi des reliés qui sont collector, vraiment collector dans le sens où ils seront pendant cette campagne et ensuite ils seront plus édités. Et ils sont vraiment très très beaux. Et en plus de ça, sur la campagne est vraiment très bien faite. Encore une fois, ça témoigne du sérieux de la maison d'édition parce qu'il y a toutes les collaboratrices qui sont mentionnées, donc toutes les illustratrices, toutes les correctrices, les traductrices aussi. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est de voir qu'il y a une vraie équipe qui a travaillé derrière, malgré le fait que ce soit une petite maison d'édition. Ils n'ont pas lésiné sur le moyen, ils ont engagé de vrais professionnels pour travailler avec elles. Donc ça, c'est très cool, ça fait très plaisir de voir ce genre d'initiative en France et je voulais vraiment encourager ça. Donc n'hésitez pas à aller voir la campagne Ulule, à participer si vous voulez lire les romans et à la partager tout simplement parce que vraiment on a besoin de ce genre de maison d'édition indépendante et engagée dans le paysage éditorial français. Pour revenir à notre sujet des univers étendus, peut-être que tu te demandes pourquoi je fais un épisode sur ce sujet, parce que t'en vois pas forcément l'intérêt. Et déjà, c'est ok, j'ai envie de te dire que c'est pas forcément quelque chose qui intéresse tout le monde. Et il y a sans doute des artistes qui vivent très bien, qui s'épanouissent très bien dans leur pratique, j'ai envie de dire
conventionnel, mais ça a l'air péjoratif dit comme ça, mais plutôt monocorde, si on peut dire. Je sais pas, qui se concentre sur une seule activité, voilà. Donc par exemple, si t'es auteuriste, écrire ton roman, ça te suffit. Et le roman est l'œuvre qui existe en elle-même, et pour toi, elle contient tout ce qu'elle a besoin de contenir, et elle se suffit en tant qu'œuvre. Et encore une fois, c'est tout à fait ok, il n'y a pas du tout de besoin de créer un univers étendu, c'est juste que parfois, peut-être que pour certaines personnes, on a pu ressentir le besoin de s'exprimer différemment. Et ça a été particulièrement mon cas parce que moi je suis un peu une artiste très versatile et j'ai fait par exemple des études de cinéma avant de me lancer dans l'écriture. J'avais plutôt l'habitude de manier du coup les médias audiovisuels, donc avec de l'image et du son. J'ai réalisé plusieurs courts-métrages et j'ai participé à des tournages aussi de fiction. Et je pense que ça se retrouve aussi dans ma façon d'écrire, qui est assez visuelle en fait, qui fonctionne aussi par scène, et qui je pense est très inspirée de ce qu'on peut faire dans le cinéma, et peut-être même trop, parce que du coup je me suis rendu compte là avec la réécriture de mon dernier roman, dont je vous parlerai la semaine prochaine, enfin, que j'avais par exemple tendance à énormément décrire les regards des personnages. Et ça, c'est un tic que j'ai clairement pris du cinéma, dans lequel on a l'habitude de filmer et de voir des gros plans sur des visages et des yeux pour transmettre certaines émotions. Et du coup, j'avais tendance à calquer ça sur du texte. Sauf que ça peut avoir l'air un peu répétitif, ça marche pas totalement. Et puis quand on se retrouve avec plusieurs personnages qui discutent, on peut pas décrire à chaque instant tous leurs yeux, leurs sourcils, etc. Parce que ça fait un peu redondant dans des scènes de description ou de dialogue qui doivent être un peu plus punchy, on va dire. Parce que, par exemple, quand on est dans un film, c'est des informations qu'on capte tout de suite. On n'a pas besoin de s'attarder sur le regard d'un personnage pour avoir compris tout de suite l'émotion qu'il nous donne. Alors que dans un roman, si on veut vraiment transmettre une émotion sur le visage du personnage et mentionner qu'il a cette émotion, du coup ça va prendre plusieurs lignes, ne serait-ce que pour la décrire et mentionner sa présence, comme je viens de le dire. Et donc c'est vrai que moi j'ai cette approche un peu multimédia et intermédiale aussi, parce que j'aime bien mêler les formats et j'aime bien du coup mêler le visuel à l'écriture, parce que je suis aussi illustratrice, donc j'aime beaucoup concevoir des dessins de mes romans. Pas forcément des personnages parce que je suis pas forcément à l'aise avec le portrait et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais par contre, j'adore concevoir les cartes de mes univers et concevoir aussi des détails d'illustration. Par exemple, sur mon roman L'Académie, j'ai fait toute une planche de stickers qui représentent le milieu du coup d'Arc Academia avec l'ambiance, les objets qui se trouvent dans le bureau de Orphea, la directrice, ce genre de trucs. J'ai dessiné aussi par exemple tout un set de clés qui pourraient ouvrir diverses portes dans l'académie et diverses salles de cours ou lieux intéressants genre la bibliothèque, etc. Et justement ce que je trouvais intéressant c'est que comme c'est une académie de magie, je voulais pas seulement dessiner des clés, je voulais vraiment avoir un aspect fantastique et magique. Donc ce sont des clés un peu surréalistes avec des designs spécifiques et des caractéristiques spécifiques. Qui sont irrationnels et magiques, clairement, mais qui, je trouve, permettent de comprendre un peu mieux le lieu, de saisir l'ambiguïté de certaines pièces ou le caractère magique, tout simplement, du lieu qui vit un peu à part entière. Et c'est vraiment ce que j'aime dans cette approche plurimédiatique, on peut dire. C'est vraiment de pouvoir transmettre des idées de narration de façon différente. Et c'est vrai que là-dessus, je suis très inspirée aussi par le jeu vidéo, qui lui a vraiment plusieurs niveaux de narration. Il y a toujours la narration principale, il y a celle qui passe par les dialogues, le texte, etc. Il va aussi y avoir toute la narration en sous-texte selon le game design des lieux. Si on est dans un manoir très très sombre, ça véhicule une certaine idée. Si au contraire on est dans une prairie très verdoyante, ça véhicule une autre idée. La façon dont se déplace le personnage, dont il marche ou de la façon dont il court témoigne aussi de sa personnalité. Est-ce qu'il est pressé? Est-ce qu'il est enfantin? Est-ce qu'il est assuré? Ça, c'est des questions qui sont très intéressantes dans le jeu vidéo.
Et il y a aussi tout l'aspect narration environnementale, donc qui passe pas par le game design comme ce que je viens de dire, mais par des détails glissés dans le jeu sur lesquels on n'est pas forcément obligé de tomber. Ça peut être des carnets de notes sur lesquels on trouve certaines informations. On a beaucoup ça dans certains jeux où il y a du lore. Par exemple, dans The Witcher, on a un bestiaire carrément dont on peut lire les pages. Et ce côté multiniveau est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de travailler dans mes propres univers. Mais du coup, je peux facilement me sentir assez limitée par les moyens que j'ai à disposition. Par exemple, dans un texte, c'est vrai qu'on peut écrire tout ce qu'on veut, mais en fait, on n'a qu'un seul mode de transmission des informations et des émotions qui est par le texte, qui est par la description, la narration. Et du coup, on n'a pas forcément aussi ce côté truc caché sur lequel peut tomber le ou la lectrice par hasard, puisque littéralement, il va lire toutes les phrases du texte. Et c'est notamment pour ça que j'ai lancé l'Académie des Arts Obscurs sur Substack, parce que l'idée c'était d'avoir un roman qui soit augmenté, donc à travers des illustrations que je pouvais poster, des images, il y a une image d'illustration en début de chaque chapitre. Il y a aussi des énigmes qui font partie du lieu avec certains mystères de l'académie. Il y a aussi des textes de lore qui sont souvent mis en lien avec les énigmes qui permettent de découvrir, encore une fois, certains aspects du lieu et de l'académie qui ne font pas partie de l'intrigue et de la narration principale. Et il y a aussi maintenant l'aspect série audio que j'ai développé. J'ai commencé, le premier épisode est sorti il y a 2 semaines, fin mars je crois. Et le prochain va sortir à la fin du mois d'avril. J'ai déjà fini l'enregistrement. Et là, je vais travailler sur le sound design avec mon copain qui est musicien. Et donc, par rapport au premier épisode, on va essayer vraiment de créer une musique qui va suivre le texte et qui va du coup s'appuyer sur le texte pour se développer, donc avec vraiment des phases émotionnelles qui vont aller crescendo quand l'intrigue va se développer dans l'épisode, ou au contraire qui vont être plus calmes quand on est sur de la narration, sur l'introduction du premier épisode, et avec plein d'effets sonores qui vont venir justement enrichir ce truc-là. Et moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer. J'adore vraiment concevoir des univers comme ça qui s'épanouissent sur plusieurs formes différentes et qui me permettent, moi, à titre personnel, d'aller sur différents milieux, parce que j'avais jamais écrit de série audio avant. J'en avais jamais enregistré non plus, et même si je tiens ce podcast toutes les semaines depuis 1 an, c'est pas du tout la même chose de raconter une histoire que de parler comme ça, comme je le fais devant mon micro. Donc c'était tout un travail de diction, d'articulation, de ton, de rythme à trouver. Et évidemment la question du sound design derrière qui permet de travailler la gestion du son, l'environnement sonore et faire passer les détails de l'histoire juste avec le son et pas avec des images ou pas avec le texte du coup. Et si vous aussi vous avez envie peut-être de vous lancer dans ce genre de projet, je pense qu'il y a plusieurs points sur lesquels il faut être vigilant. Et notamment, vous l'avez peut-être compris avec tout ce que je viens d'évoquer, mais le premier point, c'est qu'il faut être assez polyvalent en tant que personne, mais je pense que si vous avez envie de faire ce genre de projet, c'est que vous êtes quelqu'un peut-être un peu de versatile ou de polyvalent qui a envie de toucher à tout et d'être curieux de nouvelles formes artistiques. Parce que vous avez besoin d'acquérir des connaissances sur plusieurs formats, de savoir non seulement comment écrire, mais peut-être comment dessiner ou comment faire de la 3D ou comment faire de l'audio si vous voulez faire de l'audio ou de l'audiovisuel si vous voulez faire des courts-métrages, etc. Donc il faut soit avoir déjà les compétences requises pour faire ces médias-là, soit s'entourer d'une équipe, mais quand on est indé, souvent on est tout seul et on n'a pas de budget, donc ça peut être assez compliqué. Soit être dans une volonté d'apprentissage, comme moi je le suis du coup, avec mon bagage d'études c'est un peu plus facile, mais voilà, se dire c'est pas grave, je vais apprendre sur le tas et je vais apprendre au fur et à mesure de ce que je crée, mais ça demande quand même un certain investissement personnel, dans le sens où vous allez forcément à un moment ou à un autre sortir de votre zone de confort, et ça a même été le cas pour moi parce que écrire un roman, ça n'a pas grand chose à voir avec écrire une série audio, même si on pourrait se dire que c'est comme écrire une mini-nouvelle,
Mais en fait, je m'en suis rendu compte notamment dans le premier épisode, on ne peut pas être aussi cryptique qu'on pourrait l'être dans un texte, il faut être un peu plus clair, avoir aussi des phrases qui sonnent bien, donc avec un certain vocabulaire, avec parfois des jeux sur les assonances, etc., qui sonnent bien à l'oral, et avoir un rythme d'écriture qui colle bien ensuite à une diction par une personne, qui est un travail qu'on fait pas forcément sur du roman, ou en tout cas que moi j'ai jamais fait sur mes romans, tout simplement parce que c'est hyper difficile à tenir sur, je sais pas, 90 000, 100 000 mots. C'est assez compliqué de tenir ce truc-là sur des centaines de chapitres parfois. Donc ça m'est arrivé de faire ce genre de jeu, mais c'est assez ponctuel selon les scènes et selon les moments aussi de description. Mais c'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude de travailler comme ça de A à Z. Et là, la série audio m'a vraiment poussée à faire ça. Et ensuite, je pense que le principal axe sur lequel il faut se concentrer, c'est la vision globale et la direction artistique. Parce que on peut très vite partir dans tous les sens. Ça appelle un petit peu ça, hein, l'univers étendu, c'est se focaliser pas sur une seule chose, mais sur une multitude de choses. Et avoir plusieurs formats, c'est aussi développer du coup son univers sous plusieurs formes différentes. Mais il faut qu'il y ait une cohérence globale qui tienne le tout, et donc du coup une direction artistique, comme je disais, ou alors un pitch, un univers qui est très clair, bien défini, pour qu'ensuite vous puissiez jouer avec les médiums à l'intérieur de cet univers sans que ça paraisse incohérent. Et pour moi, c'est passé par l'établissement d'une école de magie, qui est vraiment le centre de mon univers de l'Académie des Arts Obscurs. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça pour une raison. Cette académie, j'ai défini son lore et là où elle se situe, etc. Et je sais que tout va se passer là-bas, même si après j'explore différentes temporalités, j'explore des légendes, etc. Je sais que cette ambiance, ce lieu est le cœur de mon sujet, et l'ambiance du coup Dark Academia, école de magie, est le cœur aussi de ma direction artistique, et c'est ça qui va guider tout le reste de ce que je vais pouvoir faire à côté. Il faudra toujours qu'il y ait cet aspect magie, école de magie, mystère, un petit peu sombre, un petit peu cryptique aussi parfois, parce que l'idée c'est encore une fois de former un tout qui est cohérent, pas juste de se disperser, de dire je fais un dessin, je fais un truc, mais que tout soit lié, et que quand on regarde, quand on dézoome pour prendre chaque chose ensemble, on note une cohérence visuelle ou juste artistique qui fait qu'on reconnaît l'univers, que les gens qui vont côtoyer l'univers le reconnaissent, et que vous êtes à l'aise aussi dans tous les aspects. Parce que quand même le point principal, c'est de s'exprimer nous, évidemment, mais c'est aussi de donner à vivre l'univers à des réceptrices, donc des lectrices, des spectatrices, peu importe selon les médias que vous avez choisis, mais en tout cas, il faut que cet univers y vive et qu'il trouve sa place dans la vie culturelle d'autres personnes. Et donc du coup, il faut qu'il y ait une certaine cohérence, et il faut penser à la façon dont tout ça va s'assembler pour que ce soit accessible aux gens que vous voulez toucher, et que ces personnes-là puissent comprendre comment chaque chose s'imbrique et comment chaque chose est en relation ou non. Exactement comme quand on écrit par exemple des tomes compagnons dans une saga, où chaque livre est indépendant mais est en même temps connecté au reste. Parce qu'il faut bien penser qu'il y aura toujours des personnes qui ne voudront pas tout consommer. Il y a certaines personnes qui vont être attirées uniquement par le texte si vous avez un univers textuel, qui vont juste vouloir vous lire. Il y a d'autres personnes, comme moi je fais le constat avec ma série audio, qui vont vous découvrir sur des plateformes du coup de podcast et qui vont vous écouter exclusivement là, et qui auront du coup accès, dans mon cas, aux épisodes mensuels, mais qui vont pas forcément aller voir le Substack derrière, donc qui n'auront pas accès au reste de la newsletter, donc au lore, aux énigmes et à la narration principale du roman. Donc c'est vraiment une question d'équilibre entre donner à chaque média sa propre identité, sa propre cohérence pour qu'il soit consommable tel quel de A à Z, sans que la personne ait besoin d'avoir un manuel explicatif à côté d'elle par exemple, et d'avoir le reste de votre œuvre comme clé de lecture pour comprendre ce média, ce qui est tout à fait le cas de ma série audio. L'introduction, le générique pose les bases de l'univers, donc explique que ça se passe dans une académie et qu'on va raconter les légendes qui tournent autour de cette académie.
Et chaque épisode est un épisode d'anthologie qui raconte une légende et donc se tient en lui-même. Il n'y a pas besoin d'avoir lu le premier roman qui est sorti l'année dernière, ni le roman qui est en cours de publication maintenant, ni d'avoir eu accès au lore. Tout ça, c'est un bonus si on veut prolonger l'expérience. Et en même temps, on retrouve vraiment dans cette série audio l'identité même de ce qui fait l'Académie des Arts Obscurs, donc évidemment l'Académie, mais toute l'ambiance, comme je disais tout à l'heure, la direction artistique d'Arc Academia, l'aspect sombre, l'aspect cryptique, qui font que si on tombe sur d'autres œuvres de cet univers, on reconnaît immédiatement le lien et on fait tout de suite le rapprochement entre ces diverses formes. Mais tout ça, c'est évidemment un travail de réflexion et de mise en place qui est très très intéressant et qui, moi, fait partie des choses qui m'intéressent le plus, en fait, dans ce projet-là d'univers étendu. C'est qu'est-ce que je vais raconter, avec quoi, et comment tout ça crée un ensemble, en fait. Mais c'est sûr que c'est quelque chose d'assez complexe à faire et qui est aussi assez difficile à promouvoir, à vendre et assez peu accessible, en fait. Parce que c'est comme tout, quand on touche à des choses un peu soit novatrices, soit simplement différentes. Par exemple, comme c'est mon cas, publier un roman sur Substack au lieu de le publier sur Wattpad, c'est quelque chose qui casse totalement les habitudes de consommation des lectrices et donc qui est plus difficile à vendre et à rendre attractif, c'est évident. Mais je me rends compte que j'ai fait que effleurer la surface alors qu'on est déjà presque à 20 minutes d'enregistrement. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode, ça fera un peu une sorte d'introduction à ce concept parce que j'ai vraiment envie de m'appuyer dessus. Vous savez qu'avec l'Académie des Arts Obscurs, comme je l'ai dit, c'est un de mes piliers de mon activité artistique maintenant en tant qu'artiste indépendante. Donc j'ai vraiment aussi envie de continuer de discuter de ça avec vous et je serais très curieuse d'avoir vos avis là-dessus et aussi vos questions si jamais vous en avez. Comme ça, je pourrais potentiellement y répondre dans un prochain épisode et en tout cas, je pense que voilà, cet épisode servira d'introduction. Et dans un prochain épisode, on verra comment construire son univers étendu vraiment de façon pragmatique avec des points clés que je vous donnerai et des points aussi de vigilance sur lesquels travailler pour rendre tout ça cohérent, intéressant et pertinent, quoi, pour que vous puissiez vous épanouir le plus possible tout en rendant l'univers accessible. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. J'avais pas prévu de traiter ce sujet cette semaine, mais ça m'est venu comme ça et finalement j'ai adoré, donc j'espère que ça vous aura aussi ouvert des pistes de réflexion, même si vous travaillez pas du tout dans un univers étendu. N'hésitez pas à aller regarder la campagne Ulule des éditions Conséquences, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais il reste plus que quelques jours. Je sais plus exactement au moment où je poste ce podcast combien il restera de jours, mais on est sur à peu près une semaine, je pense, qui reste. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir, c'est vraiment très très important pour le paysage éditorial français. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je parlerai de mon prochain roman qui va sortir en maison d'édition. Je vous souhaite une bonne semaine, créez bien et ciao!